Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Avec 2 étoiles au guide Michelin et un style culinaire novateur, original, très identifié, notre invité du jour orchestre le restaurant monégasque Blue Bay depuis 19 ans. Bonjour Marcel Ravin. Bonjour. Marcel, quand je dis depuis 19 ans, ça fait presque froid dans le dos, dis donc. Oui, c'est vrai que je ne vais pas espérer rester aussi longtemps, mais j'avais... c'est pas souvent qu'un chef il reste aussi longtemps, aussi. C'est vrai, mais c'est parce que je m'ennuie pas et qu'à Monaco, on ne s'ennuie pas. Et je crois que quand on part de quelque part, c'est qu'on a fait le tour et en fait, le tour n'est pas fini à Monaco, en fait. Le tour n'est pas fini. Bon, le Blue Bay, quand même, si on peut s'arrêter déjà, parce que c'est lui qui a 2 étoiles, c'est le Blue Bay. Si on peut s'arrêter un petit peu sur le Blue Bay avant de parler de tout le reste. Le Blue Bay, il a évolué depuis sa création. Tu es sur une route qui avance. Oui, c'était exactement ce que je voulais. Je souhaitais avoir un lieu où je pouvais exprimer ma passion, ma vision aussi de la cuisine. Et nous l'avons fait progressivement, parce que je n'ai pas voulu arriver, bien sûr, en terrain conquis. Et j'ai souhaité écrire une histoire, mais qui puisse durer dans le temps. Et pas dans l'éphémère. C'est pas facile, ça, parce que toi, tu es né en Martinique. Oui. Donc forcément, tes influences... Enfin, on peut en parler, mais quand on parle, on pense Martinique, Antilles, on pense épices, on pense couleurs, on pense... Et tu arrives en métropole, de ce que j'ai lu, tu arrives en Alsace. Oui. À 17 ans, Marcel Ravin débarque en Alsace. Ça a dû être un choc. Oui, c'était un choc parce que, je le dis très souvent, c'était pas l'époque non plus des smartphones où on pouvait savoir où on allait, comprendre un peu la région et tout. Je suis arrivé comme un extraterrestre là-bas. Et avant d'y arriver, je m'y suis perdu. Alors déjà, parce que j'avais pris le train de Paris pour arriver à Strasbourg. Et comme c'était la première fois que je prenais le train de ma vie, je me suis retrouvé en Allemagne. Ah oui, c'est vrai. On a refait demi-tour. Et je devais descendre à Colmar. Je suis revenu à Strasbourg. Et de Strasbourg, j'ai pris un taxi qui m'a amené jusqu'au restaurant où j'étais recruté. Ce qui a fait que les quelques deniers que j'avais mis de côté en économie sont vite passés en transport. Ah ouais. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu, pas de l'anxiété, mais tu t'es dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oui, il y avait, je dirais même, c'était plus de la peur. Il y avait la timidité aussi, d'aller vers l'autre. On a ce sentiment d'être différent, d'être étranger à quelque chose à un environnement qu'on ne connaît pas. Et il a fallu se bousculer et puis aller vers l'autre pour déjà trouver son chemin. Apprendre et après arriver dans cette maison, ayant vu les produits que je ne connaissais pas du tout. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Oui, il y avait des produits que tu n'avais jamais touchés. Que je n'avais jamais touché. Mais c'est là où c'est paradoxal parce que moi, j'ai appris la cuisine à la Martinique et j'ai appris mon examen, quand je l'ai passé sur les bases de la cuisine française. Ouais. Voilà, Escoffier, Prosmer-Montagnier, toutes ces choses. Escoffier. Et bien sûr, nous, on recevait des produits qui venaient de métropole, mais c'était des produits où c'était des conserves. Par exemple, les asperges arrivaient en conserve, les artichauts, c'était surgelé. C'est que j'avais jamais vu l'asperge de ma vie. Ni éplucher une asperge. Éplucher une asperge ou tourner un artichaut. Et le souvenir que j'ai, le jour où le chef de cuisine m'a dit, il m'appelait Chauffe Marcel. Pas pourquoi. Il m'a dit, Chauffe Marcel, allez chercher les artichauts, qu'on puisse les tourner. Et je suis rentré dans la chambre froide. Et ils étaient pourtant là, les artichauts, mais je n'avais jamais vu un artichaut de ma vie. Ouais. Et j'avais peur de me tromper de produit, ce fait que je suis resté bloqué dans la chambre froide. Et je ne suis pas sorti. Et ayant vu, à un moment donné, pendant même une bonne heure, quand même. Ah, t'es resté dedans? Ah oui, parce que j'avais peur, en fait. Et puis c'était l'époque des chefs quand même assez virulents. Ouais. You know. Il est rentré dans la chambre froide.
lorsqu'il m'a vu complètement figé, bien sûr, il m'a hurlé dessus en me demandant avec ces mots, Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là, ça fait un moment que je vous attends, et je lui dis, à force qu'il braillait tellement fort que je lui dis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lui dise quand même. Ouais. Timidement, j'ai dit, chef, je ne sais pas ce que c'est qu'un artichaut. Et là, il s'est dit, il m'a dit, mais tu viens d'où et tout. Et je suis répondu, je viens de la Martinique. Ah ouais. Et non, il y a tout à apprendre. Il a compris? Il a compris, mais il n'a pas eu la patience de m'apprendre, parce que lorsqu'il m'a montré la première fois, mais j'arrivais toujours pas à tourner l'artichaut. Et après, il a abandonné en disant à un autre cuisinier, bon, écoutez, occupez-vous de lui. Ouais, ça va pas assez vite, quoi. Voilà. On a cette image tu disais, c'est à l'époque où les cuisiniers avaient des très forts caractères. On a quand même cette image du monde de la cuisine. Tu as dit, il a fallu surmonter ma timidité, aller vers l'autre. On a aussi cette image de la cuisine à une certaine époque qui était un milieu très fermé. Complètement. Très compétitif, très difficile. Hein. Absolument. Non, c'était très fermé, c'est vrai, très compétitif. Et puis, avec une exigence incroyable. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Et même entre les cuisiniers, il y avait une forme de compétition parce qu'il fallait plaire au chef. Et ce petit garçon qui débarquait... Pardon si je te pose une question qui est gênante, mais tu étais le seul noir. Absolument. Parce que non, c'est pas gênant. C'est à ça que je pense quand tu me dis il a fallu aller vers les autres. Je me dis, il arrive en Alsace il y a 30 ans. Dans les cuisines en Alsace, il ne devait pas y avoir beaucoup d'hommes de couleur. J'étais le seul, même les plongeurs. Puisque bon, on voit beaucoup de plongeurs aujourd'hui qui nous viennent de différents pays d'Afrique. Je ne vais pas dire que tous les plongeurs sont des Africains, mais on voit quand même plus des plongeurs noirs dans les restaurants. Et j'étais le seul noir. Mais aussi, il y a cette anecdote où un des garçons m'a posé des questions qui, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens feraient toute une histoire avec cela. À un moment donné, il m'a posé la question en me demandant... mais je pense que c'était pas méchant, en fait. Je pense... il m'a demandé quel effet ça me faisait d'avoir des vêtements sur moi. Ah ouais, et là, j'ai compris que j'étais complètement dans un monde différent. Dans un monde différent, ouais. Et un monde très fermé sur lui-même, absolument. parce que sinon, les Antilles, c'est pas non plus... Complètement. Tu vois, puis c'est un département français, absolument. C'est un département d'outre-mer. Mais c'est vrai que, une fois, on n'avait pas encore cette technologie qui pouvait montrer aux gens à quoi ressemblaient les choses. Les gens voyageaient très peu aussi. Moi, je parle de ça, c'était fin des années 80, début des années 90. Et certains et même touchaient un peu les cheveux pour essayer de comprendre pourquoi j'avais les cheveux raides et tout. Ils regardaient l'intérieur de mes mains et tout. J'ai l'impression que pour eux, c'est la première fois qu'ils voyaient un noir de leur vie. Et non. Et très franchement, je n'ai pas senti de méchanceté à travers ça. J'ai plutôt vu des gens qui pour eux, c'est en campagne en plus. L'hôtel, le Relais Château était à la campagne. Ils étaient intrigués, quoi. Oui, ils étaient intrigués. Alors finalement, moi, ça me faisait plus sourire en me disant, ils ont un manque de culture ou de connaissances. De connaissances, j'ai plutôt interprété ça comme ça. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça, et ça ne se passe plus comme ça, puisque on ne peut plus rien dire, plus rien faire, et c'est la vie. Est-ce que toi, au cours des années, tu as souffert de discrimination? Oui. Oui, beaucoup dans les cuisines. Après, j'ai quitté l'Alsace, je suis arrivé à Nancy. Oui, ça n'a pas dû être simple non plus. Non plus. Et le jour où je me suis fait traiter de sale nègre, j'ai compris vraiment que j'étais très différent. Et j'en ai pleuré. En plus, c'était un de mes supérieurs hiérarchiques qui m'avait dit cela. Quand on en parle encore, ça reste quand même assez émouvant parce que bien sûr, quand tu as un gamin de 17-18 ans qui est loin de chez lui, qui n'a pas de famille, qui habite dans un foyer Sonacotra, et tous les foyers Sonacotra, c'était des foyers où, pour la seconde chance des repris de justice, et tu te retrouves dans ta petite chambrette. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer un homme qui m'a
qui voyait ce garçon sortir tous les soirs, arriver tous les soirs, Tard. tard à 1h, voire 2h du matin. Et un jour, il m'a posé la question en me demandant qu'est-ce que je fais. Et je lui ai dit, je suis cuisinier, je viens apprendre le métier de cuisinier en France. Et il m'a dit, c'est pas un endroit pour toi. Et il t'a sorti de là. Il m'a sorti de là, il m'a permis de rentrer dans un foyer d'étudiants où j'avais un studio avec une petite cuisine. Ah, c'était autre chose quand même. Et c'était autre chose, oui. Là, moi, j'étais avec des jeunes et tout. Ah ouais. Mais j'ai travaillé avec un patron aussi qui, lui, ne me payait pas. Parce que pour lui, il estimait qu'il n'avait pas à me payer parce qu'il m'apprenait le métier. Ah ouais. Donc il te payait comme ça. Il me payait, voilà. Il te payait en t'apprenant, quoi. Voilà. Donc de temps en temps, il te donnait de temps en temps, un truc. et tout. Mais... Parce que, bon, lorsqu'il m'avait, moi, il m'avait même dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait me payer alors qu'il m'apprenait le métier. Mais il fallait me payer parce que je devais payer quand même mon studio. Il fallait vivre, quoi. Et vivre et tout. Et j'ai écrit dans mon livre cette histoire où, pendant les jours de congé, il fallait manger. Et il n'y avait pas grand-chose. Et je cherchais dans les fonds de tiroir, dans mes fonds de poche, les quelques sous qui traînaient. C'est pour ça que maintenant, une pièce de 10 centimes qui traîne par terre, je la ramasse. Parce qu'il me manquait quand même, pour acheter ma baguette, à l'époque c'était en francs, il me manquait les 20 ou 30 centimes. Et j'ai tourné devant la boulangerie, j'ai fait les 100 pas, et j'ai fini par y rentrer. Et j'ai demandé à la boulangère combien coûtait la baguette, alors que je savais le prix. Lorsqu'elle m'a dit le prix, je fais semblant de compter dans mes mains. Je lui ai demandé la demi-baguette. J'ai toujours pas assez pour la demi. Alors j'ai posé la question, et un quart de baguette. Et elle a compris, elle m'a dit, donnez-moi ce que vous avez. Elle m'a donné une baguette. Il y a quand même des gens qui ont du cœur. Bien sûr, absolument, mais je crois que il y a des gens qui ont du cœur. Parfois, on rencontre des situations difficiles. Ça fait partie de la vie, mais est-ce pour autant il faut vivre avec une forme de dégoût, de haine envers l'autre? La bêtise, elle reste humaine, elle sera toujours humaine. Malheureusement. Mais oui. Et cette baguette m'a duré 1 semaine. Et tu coupais des morceaux comme ça? Absolument. Et quand le pain était rassis, je le trempais dans l'eau. Ouais. Et je le mettais dans une poêle pour lui ramener son croustillant. Bon, ça t'a donné peut-être des idées? Complètement. Mais en même temps, ça m'a donné aussi le respect des choses ou le gaspillage que l'on peut voir aujourd'hui. Ça m'attriste de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger à sa faim. Et de voir quand même comme les gens gaspillent, en fait. C'est ça. Ça m'a donné plein d'idées après pour la suite. C'est ça, hein. L'autre face de la pièce que tu décris, c'est que ça t'a certainement inspiré, ou ça a dû t'inspirer, sur ta façon de cuisiner, sur ta façon d'envisager la cuisine, d'envisager les cuisines, le traitement des gens qui travaillent avec toi, parce que tout ce que tu racontes là, après, une fois que tu es devenu chef, tu as dit voir des gens démarrer aussi. Absolument. Mais tu vois, l'histoire du pain, ça m'a... pour faire juste une petite aparté, durant le Covid, j'ai trouvé une astuce en me disant que nous sommes dans un établissement où on brasse quand même pour les petits déjeuners, et on jette beaucoup aussi, le pain. Et chaque fois quand je passais, je voyais ces caisses de pain qu'on pouvait jeter. Et un jour, je me suis dit, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose avec ça, c'est pas possible. Et en y réfléchissant durant le Covid, j'ai trouvé une astuce en me disant, on va redonner une seconde vie au pain. Et j'ai créé le fameux pain du lendemain. Le pain du lendemain. Voilà. C'est le pain rassis, séché, torréfié, réduit en poudre. Et ensuite, on fait un complément en rajoutant de la farine pour amener le gluten pour pouvoir permettre au pain de lever. Ça lui donne un parfum incroyable, une texture incroyable. Oui. Et parce que c'est le grillé. Oui. Le grillé dans la cuisine de Marcel Ravin, il y en a quand même. Hein. Absolument. Le grillé. Ce parfum de grillé qu'on imagine en Martinique, parce que plus qu'en métropole d'ailleurs, on imagine qu'on cuisine beaucoup sur le feu. Absolument. C'est vrai que le feu...
je le dis souvent à mes garçons, vous savez, le jour où vous avez compris, vous avez la maîtrise du feu, vous pouvez commencer à vous exprimer en cuisine. Le feu, c'est la base de tout, même quand on voit des émissions de télé et tout, etc., parce que je regarde parfois certaines émissions où on leur donne juste un coupe-coupe et une pierre à feu. Et oui, c'est ça. Voilà. Mais tu sais, moi, j'étais avec Jean-Louis Etienne, qui est le premier explorateur solitaire pour le pôle Nord. Et il m'a dit que pendant 76 jours, son meilleur ami, c'était son réchaud. Oui, je peux comprendre. La flamme, pour lui, c'était signe que ça allait bien. Bien sûr. Parce qu'il pouvait faire fondre la neige, il pouvait, pour boire, il pouvait faire réchauffer ses aliments. Complètement. Se réchauffer un peu les mains. Se réchauffer un peu les mains, etc. Et donc, alors revenons au grillé, parce que c'est important. Ouais. C'est important parce que là aussi, quand on pense cuisine antillaise, on pense cuisine épicée, qui pique aussi. Mais le grillé, on n'y pense pas toujours. Non, mais parce qu'en fait, on fait des raccourcis à travers cette cuisine antillaise en pensant justement épicé, pimenté, etc. Et puis, on fait aussi des amalgames entre épicé et pimenté. Oui, qui sont on deux mélange, choses on tout mélange à fait ça. différentes complètement. Et donc, mais cette cuisine, en fait, antillaise, j'aime à dire que c'est plus une cuisine créole qu'une cuisine antillaise, due à notre histoire, due à ce mélange de culture, de peuple, et donc, l'époque de l'esclavage, ensuite, lorsqu'il a été aboli, des gens sont... D'abord, on a fait venir une main-d'œuvre pas chère qui étaient les Indiens. Ensuite, les Chinois sont arrivés, etc. Et ça a créé justement ce métissage. Et chacun est venu avec sa culture et a apporté, bien sûr, un peu de son chez lui. Et ça a créé le monde créole. Qui est quand même incroyable parce que quand on est à New Orleans et qu'on goûte la cuisine louisiane, ça rappelle quand même beaucoup ce qu'on peut goûter à Fort-de-France ou surtout dans tout ce qui est sauce. Il y a un goût qui se retrouve. Absolument, parce que en fait, ce que nous avons à l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, les frigos pour pouvoir conserver et tout. On faisait beaucoup de macération, de fermentation, de marinade, de séchage. On déshydratait même aussi certains produits. Et donc, pour pouvoir après créer des mélanges de saveurs, de textures et tout. Mais moi, j'ai compris ici à Monaco que j'avais un style culinaire et que, identitaire et qu'il fallait que j'aille vers cette démarche-là même. On ne m'a pas appris à l'école exactement d'où je venais. Moi, on m'a appris plutôt l'histoire de France. Et tout, Louis XIV et tout, etc. Et tout, mais la Révolution. La Révolution. Mais on ne nous avait pas appris l'époque de l'esclavage. Et le métissage. Et le métissage. Et le monde créole et les influences. Absolument. Moi, c'est ma grand-mère qui me parlait un peu de tout cela quand j'étais jeune. Mais à travers mon métier, ce sont des clients qui m'ont fait ressentir que j'avais quelque chose de différent, mais en même temps qui n'était pas si différent que ça, parce que ça leur rappelait aussi à eux des souvenirs. Et là, j'ai creusé et j'ai compris qu'il y avait cet ADN et qu'il fallait que j'aille chercher au plus profond de moi pour pouvoir comprendre qui j'étais afin de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Tu as été élevé en français ou en créole ? À la maison en français, entre copains créoles, parce que pour nous, parler le créole à l'époque, c'était pour la famille. Mon père était chauffeur de taxi, ma mère faisait le ménage. Et je pense que c'est ce qui m'a donné le goût à la cuisine, parce que ma maman, elle n'avait pas toujours le temps, pendant les vacances, de rentrer pour faire à manger. Et quand elle rentrait, elle était fatiguée. Et un jour, elle nous a dit, il n'y a personne qui sait se faire à manger, mais là, je devais avoir 14 ans. Et non, je suis obligé de rentrer tous les jours pour faire à manger ou me lever très tôt. Et ça avait résonné, en fait, et ça m'avait fait un peu de peine de voir cette maman fatiguée. Et un jour, elle avait sorti son poulet et tout. Et quand elle est rentrée, j'avais cuisiné le poulet. Ah, surprise. Surprise. Et ils l'ont adoré. Et ça m'a donné le goût à la cuisine quand après. Quand tu dis « j'avais cuisiné le poulet », tu avais fait quelque chose que tu l'avais vu faire ou tu as fait un truc que tu avais en tête ? J'avais fait quelque chose que je l'avais vu faire, que j'avais vu faire surtout ma grand-mère. Donc ça veut dire que ça t'intéressait déjà quand même. Absolument. Tu regardais quoi ? Je regardais, bon, je piochais aussi quand ils avaient le dos tourné. Classique.
Tous ceux qui se sont intéressés à la cuisine de sa grand-mère, c'est pour piocher derrière le dos, ça c'est sûr. Complètement. Et quand je me faisais choper, alors Ouais. je lui posais quelques questions en étant un peu critique. Et finalement, elle m'expliquait et ça faisait passer un peu mon geste. Et donc, en me disant, bon, oui, c'est vrai, tu as raison, ça manque un peu de sel, ça manque un peu de poivre. Je trouve que c'est pas assez croustillant et tout. Et finalement, ça créait une conversation. Alors finalement, je t'ai pardonné de mon geste. Alors, En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu as appris la cuisine avec des femmes. oui, j'ai appris la cuisine avec des femmes et souvent, bon, maintenant, c'est tellement compliqué quand on essaie d'exprimer ce qu'on ressent Oui. et tout. Et quand je dis que ma cuisine, elle est féminine, alors, bon, parfois, il y a des personnes qui ont du mal à le comprendre en pensant que, bon, il y a une forme de misogynie et tout, alors que non, moi, j'ai cette sensibilité féminine et je l'assume Mais oui, mais elle te vient de ton héritage. complètement. Parce que moi, ce que j'ai toujours aimé et que j'ai grandi comme ça, je voyais la douceur qu'avait ma grand-mère quand elle faisait les choses, même quand elle se brossait les cheveux. La différence qu'avait mon grand-père, comme mon père, quand lui il se coiffait, moi, c'était assez brutal. Quand il coupait un poisson et tout, c'était... À la machette. À la machette. Que ma grand-mère prenait son petit couteau, elle prenait le temps de bien lever le filet, de couper les morceaux et tout. Il y avait une forme de délicatesse, une forme de poésie dans le geste. Et je crois que c'est peut-être ça, c'était là, qui était le secret, en fait, du goût, du bien manger et tout. Et je crois que le produit est vivant, même s'il est cuisiné. Si on le respecte, c'est lui qui nous donnera et toute sa force, tout ce qui fait que ça va créer cette émotion qui nous fait du bien. Oui, parce que, alors là maintenant on en vient au métier et à ce que tu fais depuis 19 ans ici et que tu as fait depuis très longtemps. La cuisine, c'est avant tout destiné à plaire aux autres. Oui. Donc comment on fait quand on conçoit quelque chose dans sa tête? Tu as dit, je devais me connaître moi-même pour savoir comment je pouvais cuisiner et comment je pouvais me réaliser. Oui. Comment on fait ce lien entre ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire et ce que les gens vont apprécier de ça? Alors, si j'appréciais la cuisine de ma grand-mère parce qu'elle y mettait tout son amour, tout son cœur, alors je cuisine pour mes clients de la même manière. Souvent, je le dis, et c'est vrai que ma compagne, elle me dit, bon, maintenant arrête de dire ça et tout. Je dis, oui, moi je cuisine parce que j'aime l'autre. On ne peut pas créer cette émotion, donner ce plaisir si on ne fait pas les choses pour l'autre avec toute son âme, tout son cœur. Et chaque fois que je rentre dans mes cuisines et que je suis derrière mes fourneaux, ben, je ne cherche pas à plaire. Je veux simplement donner du plaisir et prendre du plaisir. C'est une vraie différence, hein, entre donner du plaisir et plaire. C'est une vraie différence. C'est une vraie différence parce que quand on commence à vouloir plaire, c'est qu'on est dans une espèce de compétition. Ouais. Et là, on est dans une séduction. Dans une séduction, et puis bon, ça manque de sincérité. En fait, il faut se laisser porter. Il faut avoir cette forme de légèreté. Et voilà. Tu veux dire que Marcel Ravin, depuis le début, même si tu nous expliquais que ça a été très dur et que, en fait, n'a jamais eu de pression? Non, la pression que... Si, pas de pression en cuisine, c'était surtout cette différence qu'on me faisait toujours sentir, et tout, que j'étais un étranger alors que je suis français. Et donc, que j'étais un étranger. À Monaco, tu es tranquille. Ah oui. Tu es étranger, c'est sûr. Mais Monaco, Monaco, j'aime à le dire, Monaco, c'est la terre des possibles. Ouais. Et tout, parce que Monaco m'a permis de devenir ce que j'aspirais à devenir. Un chef. Qui existe parmi ces élites de la cuisine française qui m'ont fait rêver, avec lesquelles je n'ai pas pu travailler parce que c'était difficile à l'époque de rentrer dans ces maisons-là. Il fallait être conseiller, pistonné. Oui, on dit toujours que c'est un des milieux les plus difficiles. Oui,
Parce que les places sont chères aussi. Ça, c'était avant. Maintenant, on ouvre les portes plus facilement à tous puisqu'il y a pénurie de staff. Mais c'était difficile. Même à l'époque, quand je voulais rentrer au Louis XV, c'était pas possible. Je lui ai dit à Alain Ducasse que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui m'a fait rêver, comme Paul Bocuse, comme tout ça. Tous ces chefs-là, ils m'ont fait rêver. Bon, bien sûr, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec eux, mais en fait, ils m'ont rendu service finalement. Le fait de ne pas m'avoir appris. C'est de là que j'ai décidé d'écrire mon style. D'écrire ta propre histoire, voilà. quoi. C'est ça qui fait, parce que tu dis Monaco, c'est la terre des possibles. En fait, comment tu arrives à Monaco? C'est une opportunité? Parce que je crois que tu arrives de Belgique. Oui, mais Monaco... T'es vraiment l'Est, le Grand Est, et alors le Nord-Est, parce que Bruxelles, c'est quand même pas à côté. Non, mais Monaco, d'abord, ça a été une découverte, puis une histoire d'amour. Ouais. La découverte, c'était la première fois quand... mes premières vacances, je les ai passées à Fréjus. Ouais. Et je suis venu à Monaco, comme tous les badauds, tous les touristes. Pour la première fois, j'ai atterri sur la place du Casino, et tout, où je vois cet hôtel de Paris, magnifique, casino, incroyable, et le Louis XV d'Alain Ducasse. À l'époque, j'avais un petit Polaroid, je fais une photo devant ce Louis XV. Je vois toutes ces belles voitures et tout, sur la place du Casino, le café de Paris. Vraiment, c'est magique. Aujourd'hui, on y est. Beaucoup de gens qui ne s'en rendent plus compte. Mais moi, je continue à apprécier, à me rendre compte de cela. Et arrivé là-bas, bien sûr, sur cette place, je décide de descendre, de longer le port. Et je vois pour la première fois ces yachts gigantesques. Ils ont un hélicoptère sur un bateau. Dans quel monde je suis? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que... Et c'est sûr que quand on arrive la première fois à Monaco, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Absolument. Ah, et puis, sûr. La relève de la garde. Je suis allé au rocher. Les casques à plumes. Absolument. Et puis, bien sûr, j'ai plongé dans une espèce de rêve. J'aspirais à voir le prince Régnier. Qui faisait coucou. Bon, je l'ai jamais vu. Ça, c'était pour le 19 novembre. Complètement, c'était quand même assez un fantasme, en fait. Et en repartant, dans ma petite voiture, pour retourner à Fréjus, je me suis dit au fond de moi, un jour, je travaillerai là. Mais comme ça. Et 20 ans plus tard, j'ai été appelé de la Belgique. Où tu avais un établissement. Alors, ce que tu fais en Belgique, c'est que tu fais quelque chose où on te remarque déjà. Oui. C'est que quand tu es appelé pour venir ici, c'est pas un hasard. Tu es déjà sur la place bruxelloise qui est réputée pour être un endroit où on mange très bien, Absolument. où il y a des chefs qui s'expriment, qui ont beaucoup d'originalité. Oui. Tu es déjà installé. Ah oui, mais Bruxelles, ça a été une épreuve aussi, parce que Bruxelles, j'avais pris la place d'un chef très réputé. Donc, j'étais très attendu. Un challenge très difficile. Très attendu. Une équipe de cuisine qui ne savait pas qui j'étais, d'où je venais, ne connaissait pas mon parcours. Et qui était très lié à celui qui était parti. Absolument. Alors, il a fallu un peu séduire un peu tout ce petit monde pour qu'on puisse faire un travail ensemble. Mais je n'ai pas cherché à imposer ma cuisine. D'abord, j'ai voulu comprendre ce qu'ils faisaient, faire avec eux, corriger progressivement et y mettre petit à petit ma touche. Et finalement, ça a fait une mayonnaise qui a pris. Tu fais bien me parler de mayonnaise, parce que ce que j'étais en train de me dire quand tu dis il a fallu retoucher petit à petit, c'est que la cuisine de Marcel Ravin, c'est quand même une cuisine qui aime la légèreté. Oui. On n'est pas... Parce qu'à Bruxelles, on travaille beaucoup avec de la crème, on travaille beaucoup... Enfin, je te dis ça parce que j'y ai vécu, donc je sais. Et je sais à quel point on est classique dans l'approche de la cuisine. Et donc, quand tu dis corriger petit à petit... Mais tu sais, là où c'était difficile, c'est cette maison, ils avaient 17 Ogoemio. Quand je suis arrivé... C'est bien quand même 17 Ogoemio. Mais quand je suis arrivé, on ne m'a pas laissé le temps. Vu que le chef était parti, ils sont retombés à 12.
Alors, pour tous les cuisiniers, c'était un peu de ma faute. Et ça m'avait fait beaucoup de mal parce que je ne comprenais pas d'où venait ce 12. Et en partant, je suis reparti en leur laissant un 16. Pas mal. Ce qui est quand même... hein. C'était une fierté? Oui, parce que c'est toujours une fierté, parce qu'en fait, à un moment donné, bon, ça donne confiance et tout. On se dit, bon, finalement, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Et le chemin que moi j'ai tout espéré, c'est de devenir un jour juste un chef de cuisine. Je voulais être chef. Moi, toi, tu voulais être chef. Je voulais être chef. Sous-chef. Non, je voulais être chef. C'est ça. Je voulais être chef. Je voulais diriger une équipe, diriger des restaurants, et après apporter ma cuisine, ma touche, et faire créer ma signature culinaire. Est-ce que tu as compris rapidement que le fait de faire de la cuisine et de vouloir être chef, ça allait te faire partir de Martinique? Oui, mais c'est maman, hein, parce que j'étais quand même pas trop mal à la Martinique, même si j'avais mes copains. Moi, ce qui me passionnait, c'était la mer. J'adorais la plongée, j'adorais la pêche, les parties de foot entre copains et tout, etc. C'est maman qui... parce que je commençais déjà à acheter les premiers bouquins de Paul Bocuse, qui n'étaient pas forcément illustrés. Mais, et tu faisais les recettes à la maison? Non, pas à la maison, mais j'allais quand même voir dans les petits restaurants ce qui se passait par les fenêtres et tout ça. Et puis bon, entre copains, avec ma sœur et mon frère, je m'amusais à cuisiner pour eux en cachette. Donc, c'était mes premiers cobayes. Mais c'est maman qui un jour m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu partes. Ouais. Et ils m'ont mis dans un avion. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Est-ce que tu as eu le mal du pays pendant toutes ces années? Bien sûr, parce que arriver pour la première fois en métropole, déjà, de ne pas trouver la sortie de l'aéroport, déjà, c'est déjà compliqué. Ah ouais. Et ensuite... Non, mais ça fait sourire comme ça. Mais... Oui. Et tu aurais pu venir, tout à l'heure tu parlais de la campagne d'Alsace, tu aurais pu venir de la campagne d'Alsace et ça aurait été aussi difficile. Bien sûr. Ça dépend le contexte dans lequel on grandit, quoi. Hein. Absolument. Non. Mais je pense que mes parents... mon père ne voulait pas que je sois cuisinier. Ah. Parce que pour lui, c'était un métier de femme. C'est pas que des anciens. Voilà, la fameuse discrimination dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est ma mère qui dit, bon, il fait ce qu'il a envie, et maintenant, bon, il faut qu'il parte s'il veut découvrir le monde, il faut qu'il parte. C'est un arrachement pour eux, mais aussi pour moi. Elle était courageuse, hein, parce que se séparer de son fils comme ça n'a pas dû être simple. Hein. Non, c'était pas simple, et puis on ne pouvait même pas se téléphoner. Il n'y avait pas de téléphone, c'était très cher, les moyens de communication étaient complètement différents. Oui, hein. Voilà. Tu as dû passer plusieurs mois avant d'avoir l'occasion de les appeler quand même. Absolument. Et le jour où on s'est appelé, c'était d'une cabine téléphonique à une cabine téléphonique. Et c'était pour lui dire, maman, je veux rentrer. Tu voulais rentrer? Oui. Elle m'a dit, non, tu es parti pour quelque chose, tu restes. Oh, waouh. On commence à comprendre, parce que Marcel Ravin, c'est aussi un chef qui est réputé pour... aller au bout de ses idées, ne jamais rien abandonner, essayer toujours d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Parce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 19 ans que tu es au Blue Bay, et que c'est quand même, tu as dit, c'est c'est une histoire qui s'écrit petit à petit. Parce que tu te remets souvent en question. Hein. Oui, parce que si on commençait à croire que on était arrivé au bout du chemin, finalement on finirait par s'ennuyer et moi, je n'aime pas l'ennui. Je n'aime pas l'ennui, j'ai peur de l'ennui. J'aime les challenges, quand on m'en donne, mais aussi, je sais aussi me challenger. C'est ce qui me fait vibrer. Il ne faut pas vous lever le matin en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai déjà envie de faire. Alors, parlons de ça justement. Ton quotidien... Alors, j'imagine que tu passes pas tout le temps dans les cuisines. Non. Parce que c'est une chose dont on a parlé avec Alain Ducasse aussi. Il m'a dit, la plupart du temps, quand on devient chef, on cuisine moins.
Alors, Alain Ducasse, oui, il cuisine moins. Non, lui, parce que lui, parce que il a un empire, il a beaucoup de restaurants. Il a une carrière plus longue. Enfin, mais il me parlait graduellement. Et il me disait petit à petit, en fait, on cuisine de moins en moins. On cuisine de moins en moins. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, bon, j'ai une équipe formidable autour de moi. Non, ça c'est vrai. Et grâce à cette équipe, je m'autorise justement à aller encore plus loin dans la créativité. Ouais. Voilà. Alors ça me laisse le temps de chercher, de réfléchir et de créer. Et j'ai cette chance phénoménale, comme je disais, d'avoir cette équipe qui comprend parfois mon anxiété, mes envies, mes colères, mes joies, mes joies et mes peines. Et non. Ils partagent tout ça avec moi. Et en même temps, ils m'apportent une énergie qui est incroyable. Et moi, je leur apporte juste de la transmission. Le dépassement de soi, la prise de risque, l'audace. Et je crois que c'est ça qui les anime. C'est comme ça qu'on arrive aux étoiles. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que moi, je compose toutes les cartes et les menus. Après, j'imagine et toutes les recettes. Ensuite, je donne à j'ai un de mes garçons qui est là avec moi depuis 19 ans aussi, un de mes sous-chefs. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et tout, parce que je l'ai amené, j'ai eu l'occasion de l'amener aux Antilles, qu'il puisse d'abord aussi comprendre. D'où tu viens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a écrit cette histoire de cuisine, parce que cette histoire, bien sûr, je l'ai pensée, il fait partie de ceux qui m'ont aidé à le réaliser. Est-ce que tu dirais, parce que bon, au-delà de la fidélité, moi je pense que tout ce que tu racontes, ça prouve ta fidélité à tes racines, à ta famille, à tes engagements. Bon, on va dire Marcel Ravin, le premier mot c'est fidèle. Le deuxième mot qui pourrait caractériser Marcel, c'est quoi ? C'est ouvert ? Moi j'ai l'impression curieux. Un peu des deux. Curieux, ouvert. Mais surtout amoureux. Amoureux du temps qui passe. Amoureux du temps qui passe, ça veut dire aussi, parce que là j'ai lu quelque part que tu retournais maintenant aux Antilles, enfin en Martinique, que tu avais décidé de travailler, d'avoir un établissement là-bas aussi, de t'investir dans un établissement là-bas aussi. Et quand tu retournes là-bas et que tu t'investis, que tu réfléchis à la carte, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dis je vais faire du ravin de métropole ou je fais du ravin de Martinique ? Alors, je fais du ravin de Martinique pour permettre à ces jeunes de s'approprier leur terroir et leur histoire. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la connaissance des produits, parce que on vit dans un monde tellement évolutif et différent. Ouais. On a quand même accès à des choses... Je n'ai rien contre la cuisine américaine, attention. Mais... Attention, Ouais. Attention. Non, mais en fait... Parce que tu fais des hamburgers aussi, toi. Absolument, et tout. Mais je fais du hamburger, mais je veux que mon hamburger, que ma viande, il y a une traçabilité, il y a une recherche, il y a tout cela. Elle n'est pas industrielle, non. Mais j'ai voulu d'abord que ces jeunes comprennent que nous avons un patrimoine qui a un terroir, et que tu ne peux pas commencer à faire la cuisine d'un autre si tu ne connais pas déjà ton terroir. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai créé le premier restaurant là-bas, qu'on a appelé la Table de Marcel, qui habite... Qui est très difficile à avoir. Une table à la Table de Marcel, c'est très compliqué. C'est oui. Très, très compliqué. Mais, il y a beaucoup de monde. Absolument. Et puis, ces jeunes n'avaient pas aussi forcément la possibilité de venir en métropole. Certains aussi avaient la peur d'affronter et de rentrer dans cette gastronomie de haut niveau. C'est une manière de les préparer aussi à rentrer en métropole ou partir à l'étranger, et tout, etc. C'est comme ça qu'on a créé cette Table de Marcel. Mais avec mes jardiniers, avec tout cela, parce que bon... vous faites du circuit court là-bas. Oui, et la terre, elle est importante pour moi d'avoir son potager et de pouvoir dire à nos clients, mais en même temps de montrer aussi à ces jeunes que, vous voyez, la beauté de ce que la nature peut nous offrir, et non,
respectons-la, protégeons-la et vivons avec elle à son rythme. C'est un peu comme ça, j'essaye d'éduquer et de former. Tu sais, ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'on a ouvert cette table de Marcel. Beaucoup de restaurants ont revu un peu leur copie en faisant une cuisine environnementale et tout, plus martiniquaise, en osant mettre des produits qu'on ne mettait pas dans les restaurants, mais qu'on pouvait manger dans les familles. La chayotte. Voilà, et tout. Chayotte, fouille à pain et tout ça. J'adore. Bien sûr. En fait, j'ai essayé d'ouvrir un chemin et de plus en plus, je vois que les gens s'approprient un peu leur identité et n'ont plus peur de cacher un peu leur identité pour pouvoir ressembler et plaire à tout le monde. Parce que c'est toujours difficile, tu sais. Il y a eu un temps où le tourisme, puisque quand même la Martinique, ça a beaucoup évolué grâce au tourisme. Il y a, mais pas seulement, c'est pas le seul endroit. En Monaco aussi, tu sais, on vient du tourisme. Mais il y a eu un moment où le tourisme, ce n'était pas de la découverte. Il y a eu un moment où le tourisme, c'était passer du temps ailleurs, ce qui est différent. Et c'est un peu à la mode américaine, on parlait des Américains tout à l'heure, mais combien de fois on dit, il y a eu une époque où s'il n'y avait pas de hamburger dans les restaurants, les Américains ne venaient pas. Oui, c'est vrai. Et donc c'est peut-être cette appréhension dont tu parles, elle était peut-être liée au fait que pendant très longtemps, on ne pouvait pas avoir du succès si on ne donnait pas aux gens ce qu'ils attendaient. Tu vois ? Le sentiment que j'ai de cela, c'est on voulait un peu formater tout le monde pour qu'on ait tous le même goût, les mêmes envies et tout ça. Et il y a quand même cette révolution où certains se sont dit, bon, écoutez, nous aussi, on a une histoire et on a envie de la raconter. Et moi, c'est ce que moi, je me suis dit. J'ai ma propre histoire, c'est bien, et tout, de connaître l'histoire de l'autre, mais connaître à toi-même d'abord. Tu disais tout à l'heure, mon père ne voulait pas que je sois cuisinier. Comment il vit ? Est-ce que ton père est encore là quand tu as ta première étoile, par exemple ? Oui, il est encore là, mais il a pris conscience, mon père. C'est pour ça que je dis que Monaco est magique et je le pense sincèrement. Mon père a pris conscience de mon métier de cuisinier lorsque nous avons fait le mariage du Prince Albert, où Alain Ducasse me mettait une cuillère à la bouche et c'était photographié dans le magazine Gala. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de cette photo. Et mon père qui courait dans le quartier, mon fils a marié le prince. Moi, je n'ai pas marié le prince. Et quand je suis rentré aux Antilles, alors là, c'était le festival et tout. Il était très fier de moi. Et on n'en a jamais parlé de ça et tout. Qu'il ne voulait pas que je fasse la cuisine parce que bon, ça ne sert à rien de revenir sur les choses. On n'a jamais parlé de ça. Je voyais plutôt cet homme fier de se dire que bon, son fils a fait quelque chose de sa vie. Parce que c'est tout ce qu'on aspire pour nos enfants. C'est ça. Et non. Alors justement, parlons enfants. Parce que toi, tu en as 2. Oui. Ce sont quoi, filles, garçons ou que filles ? J'ai un garçon de 21 ans et j'ai une petite fille de 2 ans. Et le garçon de 21 ans, qu'est-ce qu'il pense de la cuisine, lui ? Parce que la fille de 2 ans, je pense qu'elle mange ce que tu lui fais. Ça s'arrête là. Alors, lui, il a voulu faire... je ne voulais pas qu'il se lance dans ce métier. Parce que j'ai pourquoi ? Parce que j'ai des souvenirs où quand je rentrais et que je repartais travailler, surtout le samedi, et qu'il me voyait partir le samedi à 17h, et donc il s'accrochait à ma jambe, il avait 4 ans, il me dit « Mais papa, reste avec nous ». Et je lui ai dit il faut que j'aille travailler. 4 ans plus tard, il m'a posé une question assez troublante en me disant « Mais j'aimerais comprendre pourquoi tu aimes tant ce métier ». Il n'est pas vieux quand il te demande ça. Ouais. Et j'ai essayé de lui expliquer avec mes mots et en même temps les mots d'enfant. Et il s'est lancé quelques années plus tard. Il a fait l'école hôtelière ici à Monaco. Il est venu il a fait quelques stages. Il a fait un stage avec moi. Et le jour où il a fallu m'appeler papa, mais chef, il s'est dit, ce n'est pas pour moi ce métier. Et non. Non, parce que... Alors... Mais c'est pas seulement parce qu'il m'a appelé chef et tout, mais c'est parce qu'il voyait
il sentait quand même, quand on parlait de pression, mais il sentait cette pression qu'il y avait en moi que les choses soient bien faites, qu'elles soient respectées, être sur tous les fronts, stimuler, accompagner les équipes. Et puis, bon, parfois avoir on va pas parfois avoir des coups de colère, mais qui n'étaient pas du tout de la méchanceté. C'était pour dire aux gens, prenez conscience de ce que vous faites. Vous imaginez, vous avez des gens qui viennent manger. Qui payent cher. Qui viennent manger dans nos restaurants. Nous sommes là pour leur donner et tout ce qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est simplement un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et nous sommes garants de ça. Vous, quand vous allez manger au restaurant, vous êtes les premiers à critiquer parce que c'était moyen, c'était trop long, c'était pas bon, et tout, etc. Alors, aujourd'hui, c'est nous les acteurs. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas et que nous n'aimons pas qu'on nous fasse. C'est sûr. Et mon fils, je crois que c'est cela il s'est dit, c'est quand même un métier trop exigeant. Je ne sais pas si j'aurai cette patience. Et je pense qu'il a eu la peur de se dire, est-ce qu'il sera à la hauteur de son père? Parce qu'on lui a fait aussi ressentir à chaque fois quand il faisait des stages, oui, ton père et tout, son père. Et je crois qu'ils l'ont poussé plus vers la sortie que vers l'entrée. Ah, mais on dit toujours, le poids de l'héritage est parfois plus lourd que celui que tu as décrit, de traverser l'Atlantique, d'aller dans un endroit que tu connaissais pas, de chercher des choses. Mais en fait, il y avait un fond de liberté pour toi que ton fils n'a peut-être pas eu. Parce que bon, quand on porte ton nom... Oui. Mais c'est vrai, je comprenais, même quand il allait au lycée et qu'il voyait les affiches de son père, c'est il y a ton père, il y a ton père. Et alors bon, au début, ça le plaisait, mais parfois c'était un peu gênant parce qu'il avait l'impression d'être le fils d'eux, alors que bon, il voulait être juste lui-même et tout. Peut-être qu'en partant de la cuisine et en sortant de la cuisine, il a réussi à être lui-même. Complètement, mais je lui ai toujours dit, ce qui est important dans la vie de tout individu, c'est de pouvoir faire ce dont il a envie et pas ce dont on peut l'obliger à faire. Et il était quand même au bout, parce qu'il a eu ses examens. Je pense qu'il est encore jeune et qu'il reviendra très certainement. 21 ans, c'est jeune. Oui, mais je pense qu'il y reviendra. Je le sens. Je le sens. Je ne dis pas qu'il va forcément vouloir faire de la haute gastronomie, mais je pense qu'il reviendra dans ce milieu. Parce qu'on parlait tout à l'heure, il te voyait partir le samedi après-midi. La question qu'on se pose tous, c'est de se dire, quand on fait ce métier-là, qui est un métier de disponibilité terrible, parce que c'est tout le temps, en fait. Bien sûr. On n'est pas chef 3 jours par semaine, on n'est pas chef 2 heures par jour. Non. On est chef 24/7, on est chef pendant les vacances, on est chef tout le temps. Quelle est l'ambiance familiale autour de quelqu'un qui est aussi monopolisé par autre chose? C'est difficile pour l'autre, c'est vrai. Je ne vis plus avec la mère de mon fils. J'ai ma nouvelle compagne qui, surtout quand l'autre n'est pas dans le métier, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Bon, ma compagne d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément dans la cuisine, mais son métier tourne autour de la cuisine. De la cuisine. Elle le comprend. Mais c'est toujours quand même un petit peu difficile parce que je n'ai pas toujours le temps de pouvoir faire ce dont elle aimerait qu'on fasse, partir en vacances. Les vacances, pour moi, c'est 4-5 jours. C'est sûr que quand tu sors de la cuisine du Monte Carlo B, c'est pour aller dans celle du CHPG ou c'est pour aller à Nice pour faire des repas solidaires. Donc, moi, je vis de ma passion et tout. J'ai voulu être ça, j'ai voulu être cuisinier. Je vis de ma passion me fait vivre et je suis heureux. Et je ne veux pas rendre malheureux l'autre non plus. J'essaie de trouver du temps pour tous. Mais je ne peux pas aujourd'hui délaisser ce dont je souhaitais être depuis ma plus tendre enfance. Et donc, c'est pas une fois qu'on est arrivé. Voilà, c'est un projet de vie. C'est pas une fois parce nous sommes arrivés à un niveau qu'il faut se dire bon, ça y est, j'y suis et tout. Non, le haut niveau. Moi, j'ai voulu être dans le haut niveau, dans l'excellence. Et ça, c'est comme un sportif. Il faut s'entraîner tout le temps pour être toujours au top niveau. Et moi, je veux rester au top niveau. On dit toujours que la très bonne cuisine, c'est aussi une cuisine technique.
Il faut aussi avoir des techniques. Tu parlais du feu tout à l'heure. La cuisson, c'est important. Les sauces, c'est important. Enfin, et tout ça, ça se fait pas parce que je décide demain matin de lire la recette de Marcel Ravin et je fais exactement ce que Marcel Ravin fait. Moi, ma mère m'a toujours dit, ma mère cuisinait beaucoup, elle m'a toujours dit, le principal, c'est le tour de main. Oui. Est-ce qu'on le perd, le tour de main, tu disais, il faut s'entraîner. Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde à force de faire ? Oui, c'est quelque chose qu'on garde à force de faire. C'est pour ça que je dis que oui, je veux continuer à cuisiner. Ouais. Mais en arrivant ici, pourquoi je ne voulais pas venir au début ? Parce que vu l'immensité de cet établissement grand, ouais. et tout, je me suis dit, bon, on cherche un chef de cuisine qui soit un gestionnaire, qui fasse des ressources humaines. Des ressources humaines et tout cela. Et dès le début, j'ai dit très clairement que je voulais aussi un restaurant pour pouvoir m'exprimer. Il y aura d'autres restaurants, je vais m'occuper des autres restaurants, mais je veux un restaurant pour pouvoir m'exprimer. Dans une cuisine à toi. Voilà. Et c'est comme ça l'histoire a démarré. Alors c'est pour ça que finalement, eh ben oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cuisiner pour ne pas perdre cette sensibilité, pour ne pas perdre les tours de main, pour... non, mais c'est ça qui me fait vibrer, en fait. Le jour où j'arrête... Moi, quand je pars en vacances, par exemple, au bout de 5 jours, j'ai déjà envie de revenir. C'est pas que je m'ennuie avec l'autre, mais j'ai peur de m'installer dans une mauvaise habitude, alors que, bon, pour moi, le plaisir d'être là, de voir ces personnes, ces sourires à table quand on fait un plat, quand on... Oui, on te voit souvent en salle, hein ? Oui, parce que il est important d'aller au contact de l'autre, mais c'est pas pour chercher forcément... moi, je sais pas forcément chercher le compliment. C'est juste parce que, en fait, je cuisine pour toi, il est normal que... Que je te demande si ça te plaît, quoi. Aussi ça, mais c'est juste dire, bon, je suis là. C'est moi. Voilà, je suis là, tu n'es pas venu là en disant, bon, je viens manger la cuisine de Marcel et Marcel n'est pas là. Et non. Ça, c'est important aussi. Même si j'ai d'autres restaurants à droite à gauche, et non. Et même très loin, parce que la table de Marcel, elle est à plusieurs milliers de kilomètres. Ah oui, mais elle est aussi ici au Monte Carlo Bay. Ah oui, aussi. Elle ne porte pas le même nom, mais elle est aussi. Ouais. On a le Blue Bay, mais je ne sais pas si tu le sais, mais on est en train de refaire le Blue Bay. Oui. Et dans le Blue Bay, il y aura un restaurant dans le restaurant qui va s'appeler la table de Marcel. Oh, c'est génial. 8 couverts. C'est génial. Oui. Et là, on va vivre quelque chose d'incroyable. J'ai encore beaucoup à donner. J'imagine que pour ces 8 couverts, c'est toi qui vas cuisiner en plus. Ah oui, bien sûr. Le plus souvent. Mais complètement. On va bousculer les codes. On ne va pas faire un restaurant expérimental. On va plutôt faire un restaurant où je veux créer de l'émotion. Avec ton terroir ? Avec mon terroir et le bassin méditerranéen. D'accord. Tu vas faire un mélange des deux. Un mélange des deux. Mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable parce qu'il y a des choses, je pense que on va bousculer les codes sur la façon de manger. Ah. On va peut-être très certainement revenir, pourquoi pas, un peu à la préhistoire. Tu vas nous faire manger avec les doigts. T'as tout compris, il y a ça aussi. Non, mais tu sais... Mais bien sûr, c'est ça aussi. Enfin, on parlait tout à l'heure, tu disais, il faut que les gens aient une expérience, il faut qu'ils ramènent quelque chose chez eux, ça fait aussi partie de ça. Enfin... Mais bien sûr. Mais ça me fait sourire parce que quand on arrive dans le restaurant, effectivement, il faut décomplexer les restaurants. Bon, ça se fait de plus en plus, puisque maintenant, on a les cuisines ouvertes, alors qu'avant, les cuisines étaient cachées. On a enlevé le nappage obligatoire, on a enlevé plein de choses qui faisaient que le restaurant, c'était un peu... Absolument. Non. Moi, je veux que les gens soient à l'aise, se sentent libres, et puis qu'ils effacent un peu leur timidité. À la maison, on fait un peu ce qu'on veut. Quand on a cuisiné quelque chose, on va passer, on va y prendre les doigts et on va goûter, on va manger et tout. Pourquoi ne pas le faire aussi au restaurant ? Tu piochais bien dans le dos de ta grand-mère. Absolument, absolument. Par exemple, c'est un vrai défaut que j'ai, parce que je sais que c'est pas très poli. Bon, quand il y a un plat qui arrive sur table, généralement, je mets la main. Alors, à moins que ce soit de la soupe, hein, mais si c'est quelque chose... Généralement, je mets la main. Je trouve quelque chose à piocher, quoi. Le toucher est important. Je pense que le geste, parce qu'on ne s'imagine pas, on ne prend pas le temps de comprendre ce geste-là. Et donc,
mais le toucher, c'est de là que se met en place plutôt cette forme de plaisir. Ouais, de relation fusionnelle. Absolument. C'est pour ça que moi, j'aime toucher. Et quand un produit arrive, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le sentir avant de le cuisiner. D'ailleurs, c'est quoi ton produit préféré? Moi, c'est le jardin qui me guide, en fait. Ah ouais. Je n'ai pas de produit préféré. C'est comme pour les produits de la mer aussi. J'ai un bon poisson qui arrive, là, qui est extrêmement frais, qui sort de l'eau. Mais j'ai envie de le transcender, en fait. Tu es plus poisson que viande? J'aime beaucoup le poisson et le légume. Poisson et légumes. La viande, oui, je fais la viande, je le fais avec cette même intensité, et tout, mais j'adore cuisiner le poisson. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que là, il y a un livre qui est sorti, il y a 2 étoiles au Blue Bay, il y a la table de Marcel qui arrive dans le Blue Bay, il y a une petite fille de 2 ans, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a ce menu gastronomique au CHPG, il y a quand même beaucoup de choses de Marcel Ravin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? C'est d'être toujours en bonne santé et de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ouais. Je suis... à Monaco? Je suis un homme comblé. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à Monseigneur lorsqu'il a goûté à ma cuisine la première fois. Et il m'a dit quelque chose qui était très touchant. C'était en 2005, on a ouvert en 2005. Et il m'a dit, il est venu au Pass, il avait beaucoup apprécié, et il m'a dit, j'espère que vous resterez longtemps parmi nous. Et moi, j'ai répondu, tant que Monaco me voudra, je resterai. Eh bien, écoute, on espère que ce sera encore très longtemps. Et merci d'avoir pris un peu de ton précieux temps. Merci. Pour nous parler. À bientôt, Marcel. À bientôt, merci.